bienvenue dans ce nouvel épisode Avenir à domicile, le podcast qui donne la parole au secteur du service à la personne. On ne le présente plus, on ne le dit plus, le service à la personne et plus particulièrement l'aide à domicile est un enjeu crucial pour la France. L'adresse a publié un rapport disant que plus de 1,5 million de personnes âgées bénéficient de services à la personne, d'aide à domicile, et le secteur emploie plus de 800 000 personnes salariées. Face à cette recrudescence et ce virage domiciliaire, on remarque que 80% dans ce rapport, 80% des structures sont en problème de marge, et donc ça devient de plus en plus difficile de répondre à la demande. Face à ce défi, la recherche de financement devient un enjeu crucial et un levier pour pouvoir continuer à innover et surtout à rester vivant. Aujourd'hui, nous recevons Fabien Semama. Bonjour Fabien. Bonjour Florian. Donc, tu es dirigeant d'une structure de service à la personne, d'une agence d'accès aux services, c'est ça ? Accès aux services qui est basé à Dieppe et à Rouen. Très bien. En 76. Merci d'avoir répondu à cette invitation de podcast. L'idée, c'est que tu te présentes déjà et après que tu nous expliques via ton parcours comment tu as été amené à avoir cette recherche de financement. Donc, est-ce que tu peux déjà présenter ton cursus parce que je pense que ton cursus est intéressant dans le cadre de cet épisode et présenter ta structure. Ok. Donc Fabien Semama, j'ai 51 ou 52, je ne sais plus. J'ai arrêté de compter. En fait, j'étais parisien, enfin pas de ma naissance, mais j'ai fait mes études à Paris. J'ai continué des études dans une école de commerce et j'ai continué dans le domaine du marketing et de la communication pendant une vingtaine d'années. Et puis avec mon épouse, on avait acheté une résidence secondaire en Normandie. Et on y allait tous les week-ends, et puis on avait un peu de mal à rentrer à Paris le dimanche soir. Donc du coup, on s'est dit, tentons notre chance. Allons nous installer dans notre résidence secondaire en Normandie, au bord de la mer. Donc on a fait ça. Et alors moi, j'ai continué mon métier pendant un certain nombre d'années, à faire des allers-retours entre Paris et la Normandie en faisant du conseil en communication et en marketing. D'accord. Et par contre, mon épouse, qui, elle, faisait le même métier que moi, mais qui avait rencontré à l'époque, elle avait comme client, ça n'existe plus, mais ça s'appelait l'Agence nationale des services à la personne, qui était un peu une sorte d'agence publique, comme on les connaît, qui a été arrêtée depuis. Et elle avait découvert, elle accompagnait, elle était conseillère en communication de cette structure-là. D'accord. Et donc, du coup, elle avait découvert ce secteur-là, elle avait rencontré des acteurs pour faire des campagnes de pub, elle faisait aussi les rapports d'activité, tout ça. Et elle s'est dit, tiens, voilà un job intéressant pour l'avenir et pour s'installer dans une nouvelle région où, en effet, on n'allait pas pouvoir continuer nos métiers comme on les faisait auparavant. Donc, du coup, elle, en 2013, elle a créé une première structure à Dieppe. Elle avait rencontré Accès aux services dans le cadre de son accompagnement de l'Agence nationale du service à la personne. Et elle avait rencontré les dirigeants et le contexte avait été bon. Donc, on a été tous les deux à des réunions de présentation de futurs franchisés chez Accès aux services. Et puis, elle a bien senti un certain nombre de valeurs qui lui correspondaient. Et donc, elle s'est lancée. Donc, elle s'est lancée courant 2013 avec un agrément basique, agrément service à la personne auprès de la préfecture, donc pour du ménage à domicile, du jardinage, avec l'agrément garde d'enfants moins de 3 ans et plus de 3 ans. Donc, première année, c'était vraiment du confort pur. Et puis, elle avait l'objet de faire du maintien à domicile. Et donc, du coup, elle a demandé l'autorisation. Alors, à l'époque, c'était agrément préfecture. Simple et après agrément qualité. Ouais. Et du coup, elle a obtenu, elle a embauché une responsable du secteur qui avait fait un BTS SP3S pour pouvoir l'aider sur la partie maintien à domicile. Et puis, elle a développé cette activité-là. Et moi, donc, comme je disais tout à l'heure, pendant quelques années, j'ai continué mon activité en conseil. Puis, à un moment donné, faire des allers-retours à Paris, avoir une vie à la campagne et déprimer le soir.
Ouais. Il y avait une sorte de dichotomie qui était plus Ouais. tellement en phase avec ce que je voulais faire. J'ai essayé de trouver des boulots, mais bon, enfin, quand on habite, moi j'habite exactement près de Saint-Valery-en-Cour, entre Dieppe et Fécamp. J'ai retrouvé un boulot, mais même à Rouen, c'est pas si évident que ça, quoi. Donc du coup, j'ai cherché différentes activités à mener. Et puis à l'époque, c'était un peu compliqué pour mon épouse parce que son père était pas bien du tout. L'entreprise grossissait. Donc du coup, elle m'a dit viens travailler avec moi, on va développer l'entreprise à deux, ça va te plaire. Moi, j'avais un peu de doute, hein, très honnêtement, parce que je faisais du conseil. Ouais, C'était c'est un plutôt gros changement. Ouais. Ouais, c'est un gros changement. Et en fait, très vite, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt parce que d'abord, il y a beaucoup quand même de thématiques différentes. Donc, moi, j'aime bien le juridique. Ben, je trouve il y a quand même une dimension juridique forte. Et puis, il y en a. Enfin, l'entreprise est très utile. Dire au quotidien, on a des liens sociaux hyper importants avec les équipes. On a un lien social avec les bénéficiaires. Donc, honnêtement, c'est pleinement satisfaisant. Ouais, il y a Même un si, sens, une voilà. raison d'être qui est assez clair. Et assez vite, si on est en phase avec ça, parce Oui. que il faut l'être. Hein, c'est comme toutes les personnes qui travaillent dans le secteur, que ce soit sur le terrain ou en gestion d'entreprise ou en administrative. À un moment donné, il faut avoir faut que ça fonctionne, quoi. Et donc du coup, moi, je m'y suis beaucoup plu. Et puis donc du coup, on a développé l'entreprise au fur et à mesure. On a développé l'agence à Dieppe. Puis après, on a repris des structures. On a repris 2 structures à Rouen qui existaient déjà, qui étaient déjà des agences accès au service. Et voilà. Et puis là, on a à peu près 80 salariés. 3 agences, 80 salariés. Voilà. Combien d'administratifs? Alors là, aujourd'hui, on a un peu réduit ces derniers temps parce qu'on a pas connu, comme pas mal de monde, une période un peu difficile. On est, enfin, mon épouse et moi plus 5 administratifs. D'accord. Et je prends en début d'année, il y avait mon épouse et moi plus 7 administratifs. Okay. Mais ça, voilà, on a eu tellement compliqué de recruter qu'on a dû baisser notre activité et donc baisser aussi de charges. Ouais. Sur le recrutement, c'est gros problème dans le secteur. Tout à fait. Ouais. Même sur la partie administrative. Alors non, oui, non, sur la partie administrative, voilà, c'est plus facile, hein, c'est des boulots du lundi au vendredi, voilà. Après, c'est des boulots stressants, donc il faut avoir envie. Non, c'est qu'à un moment donné, quand on a une baisse d'activité et qu'on n'a pas forcément les mêmes rentrées, ben, on n'a pas forcément la capacité à supporter les mêmes. La moindre baisse a un impact sur l'entreprise qui fait qu'on est obligé aussi de baisser nos charges globales de l'entreprise et on n'a plus la capacité de supporter les frais qu'on avait quelques mois avant quand l'activité était bien là. Donc, du coup, quand on n'a plus personne sur le terrain, enfin, quand on a des difficultés pour trouver du monde sur le terrain, pour assurer nos prestations, ben donc forcément, on a une réduction de chiffre d'affaires et on est obligé de recaler l'entreprise et les charges de l'entreprise en fonction de ça. Et donc justement, j'en reviens au sujet du financement. Pourquoi la question du financement est si cruciale dans le secteur de l'aide à domicile? En fait, tu le disais brièvement tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des marges réduites, c'est-à-dire que voilà, on vend des heures. Alors, on a quand même pas mal augmenté nos tarifs quand même ces dernières années, mais on vend des heures. On a un budget de masse salariale qui est plus de la moitié de notre marge. Donc du coup, plus des indemnités kilométriques, plus un peu de frais quand même de charges d'entreprise, en fait très vite, on arrive à être limite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si, comme je le disais, on a augmenté nos tarifs, on a du mal à valoriser une heure d'une aide à domicile. La France n'a pas compris que une aide à domicile qui vient, même quelqu'un qui fait du ménage, mais parce qu'on a des plans où on fait que du ménage ou des courses, des choses comme ça, 2 fois par semaine, c'est hyper important. Il faut avoir une empathie, il faut avoir un savoir-être, il faut avoir une compétence. Et encore plus quand on fait des accompagnements qui sont plus compliqués. C'est-à-dire que quand vous êtes là au domicile 3-4 fois par jour, que vous avez des manipulations de personnes avec du matériel médical, il y a une compétence technique forte, et puis il y a aussi un savoir-être qui est hyper important, parce qu'il faut de l'empathie, il faut savoir laisser ses problèmes à la maison, et que ça a une valeur. Et la valeur aujourd'hui qu'on donne à cette heure-là de prestation d'une fin d'auxiliaire de vie, aujourd'hui on considère qu'elle est moins importante que celle d'une heure d'un plombier ou d'une heure d'un artisan quelconque. Et moi je pense que ça c'est un vrai combat pour le coup, qu'on arrive à faire prendre conscience que ça vaut de l'argent. Et en fait, aujourd'hui, on galère parce que c'est cher. Enfin, nous, on a des. Pardon, je vais faire une petite pause.
voilà, on a des charges qui sont de plus en plus importantes. On a du mal à recruter parce que forcément le métier est assez pénible et qu'on peut pas le valoriser. Donc du coup, problématique de main-d'œuvre. Ouais, Donc ouais. parce qu'on n'arrive pas à les valoriser et à les fidéliser entre guillemets financièrement, il n'y a pas que ça, il y a d'autres outils, mais c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Et donc du coup, on se trouve face à une sorte de mur que personne ne gère complètement parce que en fait les besoins sont de plus en plus importants et nous on est entre guillemets dans la merde parce qu'on a du mal à y arriver. Alors je veux pas quand je parle avec des collègues, ils me disent ah ouais mais c'est un peu noir comme tableau, le recrutement, moi j'ai pas toujours de problème. Ok, je vais pas dire que c'est général et que c'est systématique et que voilà, mais c'est quand même une tendance de fond et moi je le vois. Et alors c'est aussi ça dépendant du secteur. Moi à Dieppe, c'est pas facile, mais encore on y arrive. À Rouen, là on travaille pas vraiment nous en centre-ville, on travaille plutôt sur la périphérie est. C'est hyper compliqué parce les transports en commun, c'est pas possible. Donc voilà, on a des voilà, ça dépend des endroits et des situations et des organisations, mais de manière générale, c'est quand même difficile. Et si un jour on arrive à comprendre que ça vaut plus Ouais, ouais. que ce que c'est vendu aujourd'hui, peut-être que ça aidera à régler la problématique. Donc quand je t'entends, il y a plusieurs postes de dépenses, donc forcément la masse salariale, mais face aussi aux problématiques de recrutement, de difficultés du secteur, il y a d'autres Ben, dépenses, peut-être de formation, tu parlais de aussi matériel médical pour mieux servir aussi les... En fait, c'est plusieurs ordres. C'est-à-dire que bien sûr, la masse salariale, c'est le gros budget, mais la masse salariale, c'est pas que le temps en prestation, parce Ouais. qu'on a des temps de trajet, on a les indemnités kilométriques qui vont avec. Donc voilà, c'est du temps qu'on facture, mais le temps qu'on ne facture pas aussi aux bénéficiaires. Donc ça, c'est quand même le poste principal. Et puis, il y a en effet des outils ou des équipements dont on a besoin, et puis des investissements en recrutement. Genre, c'est du temps passé. Genre, moi, j'ai des gens qui font du recrutement dans l'équipe. C'est des investissements sur Indeed ou sur d'autres outils parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir trouver les ressources. Et puis, c'est aussi réglementairement que... alors, j'allais dire c'est bien compliqué, j'en sais rien, c'est pas un jugement de valeur en soi, mais on a quand même des exigences réglementaires avec des évaluations HAS qui coûtent de l'argent. Le sujet qu'on connaissait bien chez Almatia, chez Xedia, le Ségur du numérique, la réforme des services autonomie. Il y a quand même réglementairement des éléments qui fait qu'à un moment donné, comment financer tout ça. Ouais, ce que tu dis, c'est que déjà, le secteur est difficile. C'est-à-dire que pour bien servir les bénéficiaires, il faut du matériel, il faut des investissements, il faut bien recruter, donc il faut mettre en place aussi des outils pour bien gérer les intervenants, du logiciel, de l'informatique, de la télégestion, etc. Mais en plus, il y a une lame de fond où le secteur est en pleine mutation. Le Ségur du numérique, tu l'as dit, transformation en SAD, où on demande encore plus de choses, donc encore plus de financement. Et tu es face à une situation où la partie prise en charge pour les personnes fragiles n'augmente pas de folie, donc ne permet pas de financer le juste prix finalement, parce que c'est sous-évalué. Et du coup, tu te retrouves un peu, toi et d'autres, En effet, encore à tu la gorge, dis, quoi. on finance pas le juste prix, et en plus, on a des éléments qui arrivent en En plus. plus. Une évaluation HAS, faire venir une boîte de conseil qui a la bonne qualification ou certification pour le faire, à moins de 5 000 euros, ça n'existe pas. Alors, si tu as plusieurs finesses et plusieurs structures, et pour le coup, ça te coûte autant de fois ça que voilà. Et puis, en plus, c'est du temps. Le temps qu'on peut y passer, Ouais, c'est un coût. ça a un coût. C'est-à-dire que, bien sûr, ces sujets-là, c'est plutôt les dirigeants qui les gèrent, mais à un moment donné, il y a quand même des exigences. Je veux dire, quand on parle du Ségur du numérique, toutes les exigences, tous les usages qu'on a mis en place pour atteindre les objectifs qui avaient été définis, c'est du temps administratif. Je veux dire, quand il faut que sur le DMP, il y ait tous les documents, c'est du temps administratif. Alors, je dis pas que c'est pas plus intelligent ou pas mieux ou pas utile et nécessaire, surtout que moi, j'étais assez convaincu que c'était intéressant. Mais ce sont des coûts. Donc voilà, il y a qui pourrait justifier un poste d'administratif pour gérer ça presque. Ou alors du 20% de plus par chaque administratif, Ouais. parce que donc ça c'est un exemple, mais on prend l'exemple de la réforme des services autonomie. Moi, j'essaye depuis un petit moment, depuis qu'ils ont annoncé la réforme, de trouver une solution avec un SIAD, parce que je n'avais pas tellement envie de rester à côté sur le banc de la réforme, parce que les entreprises de services à la personne,
n'ayant pas de SIAD, voilà, logiquement, il n'y a pas de SIAD dans notre type de structure. Je me suis dit, bon, je vais trouver une solution. J'ai une piste, mais à un moment donné, il faut avoir un conseil juridique. Un conseil juridique qui va vous accompagner sur des projets qui sont un peu à long terme, c'est 15 000 euros. Honnêtement, alors, ça peut paraître des gouttes d'eau pour des structures, pour des entreprises, mais pour des entreprises de service à la personne, c'est des montants, voilà, qui vont se dire comment on va financer ça. Alors là, on est sur service autonomie à domicile, le Ségur, donc on est aujourd'hui. Si on rembobine un peu, est-ce que alors, je ne sais pas si c'était les premières années où tu es arrivé ou si ta femme avait déjà géré des financements, mais quel était un peu l'élément déclencheur avant qu'on parle de toutes ces innovations ou ces nouveautés dans les services à la personne dans l'aide à domicile? Est-ce qu'il y a des déclencheurs qui t'ont obligé à aller chercher des fonds externes, des financements externes pour pouvoir innover, pour pouvoir apporter des nouvelles choses dans la structure? Juste avant de dire les choses qui m'ont un peu poussé à le faire, la première, c'est qu'on est quand même financé par le public, enfin, par des fonds publics, c'est-à-dire qu'on est soit financé par l'APA, enfin par les conseils départementaux, soit financé par la déduction d'impôts. Enfin, oui, il y a quand même des fonds de base. Donc de base, et de manière générale, le médico-social et le médical en France, c'est le fonctionnement. Donc finalement, ça repose sur ça énormément. À partir du moment où on fait des factures au conseil départemental chaque mois avec leurs outils informatiques qui sont connectés au nôtre, tout ça, déjà on est financé par le public, mais ça finance pas la base. Après, moi, comme on n'avait pas, enfin, on avait discuté tous les deux. Moi, j'ai un passé où j'ai répondu beaucoup à des appels d'offres, et beaucoup dans le domaine public parce que je me suis occupé de campagnes d'intérêt général. Sur le don de molosseuse, enfin des sujets qui étaient des sujets de communication et de sensibilisation du public. Et du coup, c'était des financeurs, des ministères, des collectivités locales, des choses comme ça. Tu avais un peu l'habitude de répondre à un appel à projet ou un appel d'offres avec, je savais comment on faisait un dossier, à la fois un dossier administratif, à la fois comment on répondait à un dossier, enfin comment monter la réponse et comment essayer d'obtenir remporter l'appel à projet. Donc, du coup, moi, quand j'ai vu les premières choses, les premiers clignotants, je me suis dit, tiens, voilà quelque chose qui va nous permettre de faire quelque chose de différent. Donc, c'est pas forcément une démarche de ma part, j'ai vu quelques petits signaux, et le premier, c'était en 2017, c'était la conférence des financeurs, donc il y avait des axes précis qui étaient donnés par la conférence des financeurs, et c'est le conseil départemental qui gérait ça. Il y avait un truc qui avait retenu mon attention, c'était la question du numérique pour les personnes âgées. Et du coup, je me dis, tiens, c'est intéressant, c'est vrai, ce sont des outils qui peuvent les aider. En plus, on est dans la prestation tous les jours de toilettes, de repas, de choses comme ça, parce que les gens financent que ça, ils ont les moyens de financer que ça, et que peut-être on va pouvoir trouver des outils pour leur apporter quelque chose de différent. Donc du coup, on a mis en place un programme pour 20 bénéficiaires, où 2 heures par semaine, ils avaient une aide médico-psychologique qui allait à leur domicile avec une tablette et qui faisait passer de la musique, des petits jeux spécifiques pour des personnes qui ont des troubles cognitifs avec une application spécifique. Et on a financé un programme sur 1 an et demi pour 20 personnes comme ça, grâce à un financement 100%, enfin quasi 100%, du conseil départemental. Et en fait, là, l'idée, c'était de se dire, on fait quelque chose de différent. Il y a une demande de la part du pouvoir public d'apporter des innovations. Donc voilà. Donc ça a été un peu le premier coup, mais c'était plus pour apporter quelque chose de nouveau que répondre à une difficulté de financement, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Là, on était vraiment dans le cas où une opportunité s'est ouverte à toi pendant une conférence. Tu l'as saisi, et peut-être parce que tu étais aussi alerte sur les mécanismes de financement, et ça, c'était cohérent par rapport à ton développement de la structure. Mais du coup, est-ce que cette partie-là, ça a été compliqué à mettre en place? Est-ce que tu as rencontré des difficultés, des freins, ou c'était assez simple de répondre justement si on prend cette exemple? Alors, juste une petite précision que j'ai oublié de dire, c'est que dans ma vie professionnelle avant, quand je faisais du conseiller en marketing, j'ai fait du conseil en collecte de fonds aussi. J'ai travaillé pour des grosses associations mondiales et nationales sur des plans de marketing
que ce soit petit donateur, grand donateur. Donc c'était une culture. Enfin voilà, il y a une vraie Après, culture. est-ce qu'il faut avoir ton background pour Non, Là, tu fais non, peur. c'est juste pour expliquer que moi je me suis Ouais. peut-être un peu plus intéressé à la chose et que j'y ai bien voulu y passer du temps parce que ça en prend. Ouais. T'es plus alerte, mais après, une fois que t'es dedans, est-ce que c'est difficile d'y répondre? Est-ce Alors qu'il faut avoir une très expérience? honnêtement, il y a des financements qui sont là. Ils sont entre guillemets à portée de main. Ouais. Alors, dans un certain cadre, avec certains enjeux, avec certaines demandes, certaines exigences, certains critères, mais ils sont là. Surtout que c'est pas de l'argent, c'est de l'argent qui vient de nos poches entre guillemets. Ce sont des taxes qui sont collectées, qui remontent et qui finalement sont redistribuées. C'est comme quand on n'utilise pas son financement OPCO, c'est dommage parce que on a financé ces montants-là. Donc, du coup, voilà. Simplement, on nous les redonne avec un certain cadre. Donc, très honnêtement, ce premier projet dont on parle, il y avait une formalisation. On vous demande d'expliquer votre projet. On vous demande votre liasse fiscale de l'année d'avant. On vous demande... Honnêtement, c'est pas... Et puis, pour le coup, on apportait sur cette idée-là, on apportait quelque chose de novateur. Ils avaient jamais eu ce type de proposition. C'était en 2017. C'était pas non plus ultra innovant, mais c'était quelque chose de nouveau. Donc ça s'est fait sans aucune difficulté. On a eu la réponse positive sans problème. Alors je dis pas que ça a marché à 100% des fois où j'ai répondu à des appels à projets, mais de manière générale, si on arrive à se dire que on est dans les clous, il n'y a pas vraiment de raison de pas les obtenir. La seule chose, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ça prend du temps déjà, parce que là, tu te dis, c'est là, mais on ne sait pas où. Donc, c'est déjà la première étape, c'est de prendre le temps de regarder où sont les financements. Est-ce que toi, tu peux déjà énumérer un peu la liste des dispositifs de financement auxquels tu as fait appel? Je vais faire ça. Après, moi, je pense que c'est pas mal aussi de se dire, je vois une opportunité là, je la saisis en premier. Comme ça, je vois si je suis en mesure de le faire, je vois ce que ça donne. Je commence pas par le truc le plus compliqué. Déjà prendre ce qui est sous les yeux, quoi. Voilà, et puis faire une première fois et se rendre compte que finalement, c'est un peu. En fait, moi, je vois des collègues, que ce soit dans mon réseau ou dans d'autres, c'est beaucoup de temps. Là, le gros sujet, c'est les CEPOM. On est tous en train de signer les CEPOM. Dans mon conseil départemental, on a vu le truc, c'est hyper compliqué, j'ai pas le temps, machin. Ok, d'accord, mais bon. C'est de la marge. C'est de la marge, oui et non. Voilà, ça vient compléter. C'est fait pour ça. C'est fait pour améliorer. Mais c'est fait aussi pour nous aider. Le conseil départemental, il dit, voilà, on est sur les deux enjeux. C'est-à-dire, vous aidez parce qu'on sait que c'est difficile. Et là où vous êtes bon, c'est-à-dire que quand vous allez dans les campagnes, par exemple, quand vous travaillez tous les week-ends, voilà, ce sont des enjeux importants. Vous le faites, on va vous aider. Et on va vous aider à renforcer. Il faut y aller, quoi. Sinon, la difficulté qu'on rencontre, à un moment donné, ça... Alors, peut-être qu'il y en a je sais qu'il y en a qui se débrouillent très bien sans. Et tant mieux. Je trouve ça très bien. Mais après, il y a aussi quand même un point qui est important à prendre en compte. C'est-à-dire, soit on est boutiquier, c'est pas un peu négatif ce que je dis, et on est hyper bon dans sa gestion. Et on va pas perdre une heure parce qu'on va savoir exactement où on va mettre tel temps, que tel salarié va être, et que tout est hyper bien ficelé. Et très bien, il y en a qui savent le faire très bien. Mais ça, c'est pour les gens qui sont cadrés comme ça. Mais les gens qui n'ont pas forcément envie de se mettre une pression et de mettre une pression permanente à tout le monde, qui ont envie de travailler à peu près sereinement, forcément, ça a des coûts. La qualité de travail et la sérénité de travail, et pas mettre une pression permanente sur tout le monde, ça veut dire des heures perdues. Aussi, ou des heures mal gérées, voilà. Donc du coup, c'est important pour moi, c'est important. Pour donner de l'air, quoi. Et, voilà. De toute façon, structurellement, les services à la personne, c'est fait d'aléas. Donc, d'avoir ce côté hyper rigide, ça ne permet pas d'être agile et d'absorber. Il y en a qui sont hyper agiles. Moi, j'en connais qui sont hyper bons, et qui ont une capacité de gestion qui est hyper... C'est pas la majorité. Je pense pas que ce soit la majorité, parce que je pense que les profils des gens qui travaillent dans ce secteur sont des gens qui ont... l'humain. Voilà. D'abord. Mais il y en a qui savent gérer les deux aussi. Voilà. Après, nous, on a fait le choix aussi de se dire, on
on a des projets, on veut travailler d'une certaine manière, donc du coup, on a besoin quand même un peu de cette aide que peut nous apporter ces aides-là. Alors, pour répondre à la question sur les sources, les sources, moi, celle que j'utilise régulièrement, premier conseil départemental, c'est POM, appel à projet spécifique, ARS. La région. À région, moi moi j'ai jamais vraiment joué sur le sujet. Ségur, quand tu dis ARS, c'est la région. Oui, ARS, c'est la région. Tu as aussi. Est-ce que la ville peut donner des choses J'ai jamais tenté du côté ouais. du côté des communes. Très honnêtement, Les fédérations. Alors les fédérations, en effet, Ouais. c'était, je cherchais mes mots, c'était ça, c'est parce qu'en fait, alors c'est la CNSA de la manière. Oui, De toute façon, la derrière, grosse source, voilà. Mais ça passe aussi par les fédérations. Ils négocient pour les membres Sur des projets adhérents. spécifiques, sur des thématiques spécifiques que la CNSA voilà, et je sais que nous, via les fédérations, ou via même mon réseau, parce que moi je suis franchisé accès aux services, il y a aussi des opportunités qui sont gérées via les branches, via les fédérations, et qui peuvent vous donner. En fait, voilà, il y a... Après, on peut aller en inventer d'autres, mais déjà ça, ça fait quand même pas mal. Enfin, ça fait pas mal de temps et ça fait pas mal d'argent. Après, il faut pas se dire qu'on va chercher de l'argent pour aller chercher de l'argent. Enfin, c'est pas. Un projet derrière. Ouais. Alors d'abord, il faut qu'on ait des actions qui correspondent à ces cahiers des charges-là. Puis on va pas non plus tout le temps s'inventer des actions pour. Alors, pas driver la stratégie de sa structure par rapport au financement qui existe. Alors, on peut un peu, en effet, mais ça peut influencer, mais pas. Oui, moi je sais j'ai répondu à des opportunités parce que j'étais travaillé dans certains cadres et que ça crée des opportunités. Je me suis dit bon, on y va, voilà, parce que c'était intéressant, et puis que il y avait un financement derrière, donc voilà. Mais on peut pas se dire je fais que ça, voilà. Donc, mais en gros voilà les sources. Mais il y en a peut-être d'autres auxquelles on ne pense pas forcément. C'est les métropoles, mais c'est un peu comme les départements, quoi. Moi, je pense que... Alors, moi, je suis président du club SAP Normandie, donc qui regroupe des associations et des structures des entreprises de services à la personne en Normandie, enfin une trentaine de structures. Et je fais partie du collectif Humain d'abord aussi. Et du coup, je sais qu'à travers des structures comme ça, on peut aller chercher des financements aussi pour des projets. Parce que, et je pense aux fondations privées. Il y a des fondations d'entreprises. Moi, je sais que là-dessus, ils le font déjà certains. Je sais que le collectif, ils ont eu des financeurs de ce type-là. Mais je suis sûr qu'à travers des collectifs, on peut aller chercher des financements via une entreprise qui va aller demander de l'argent toute seule à une autre entreprise, à la fondation d'entreprise, ça me paraît un peu compliqué. Mais à travers des collectifs ou des regroupements, des fédérations, on peut aussi éventuellement aller chercher des sources de financement. Et les financements, c'est des financements fléchés qui vont sur parce que tu parlais de matériel médical, ça a l'air hyper spécifique. Est-ce qu'il y a c'est systématiquement fléché. J'en ai jamais vu un de non fléché. Et puis en plus, c'est de plus en plus fléché. Et puis en plus, on te demande d'avoir on te demande des rapports, on te demande des indicateurs précis avec des pourcentages. Alors, ce qui est logique, voilà. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus fléché et c'est de plus en plus. Et puis parfois c'est sur du fonctionnement. Enfin parfois c'est vraiment tracé investissement pur et dur et ils veulent pas de fonctionnement, ce qui est pas forcément évident par moment parce que il y a des appels à projets par exemple sur la mobilité dans les conseils départementaux pour financer des véhicules de fonction, enfin de service ou des véhicules d'appoint. Eh bien ok, mais on va financer le véhicule, mais vous pouvez pas le prendre en location, parce que vous pouvez le prendre que l'acheter. Et puis, on va pas intégrer les frais d'essence. Voilà. Donc, c'est systématiquement fléché. Et avec, bien sûr, on te demande des preuves, on te demande des éléments qui vont avec. C'est pour ça que ça demande du temps et que c'est pas forcément simple à... Et du coup, pour se préparer à ça, est-ce que tu as des bonnes pratiques Alors, moi, déjà, c'est être à l'affût. Et en fait, moi, je pense que quand on est une structure de service à la personne, alors peut-être encore plus en réseau, parce qu'il y a des informations qui viennent du réseau. Et puis parce qu'on travaille avec pas mal de collègues. Voilà. Mais en général, on est membre d'une fédération. Je vois pas. Où on a des clubs locaux, ou voilà. Et donc, du coup,
dans ces structures-là, il y a toujours des informations qui remontent. Et puis même, quand on est autorisé ou agréé par un département ou par une préfecture, eh ben, on a des informations qui nous viennent de la part de ces... Donc, il faut être à l'affût et pas se dire ce mail-là, je le regarde pas ou je le regarderai plus tard parce que, ou alors je me dis, je le regarde pas tout de suite parce que j'ai pas le temps, mais je mets un petit drapeau où je me dis qu'il faudrait que je le regarde parce que je vais prendre le temps d'analyser. Donc il faut juste avoir le petit œil de lecture qui se dit bon bah ça voilà. Et ce qui est pas forcément évident parce que quand on gère une structure de service à la personne, on gère pas ça avec des milliards d'administratifs et on est tous dans le jus au quotidien. Et alors encore plus pour des petites structures, parce que, quand vous avez une structure où il y a 20 salariés, quand vous êtes dirigeant, vous êtes dans les plannings, par exemple. Donc, c'est pas vraiment. Mais il faut avoir ce petit. Prioriser certains mails quand même et pas. Se dire, j'ai le petit œil, j'ai pas forcément le temps aujourd'hui parce que ma journée, c'est la galère, ou voilà. Mais je le garde et au calme, je me prévois un temps pour le lire et regarder ce qui se passe. Et regarder et approfondir. Après, il faut lire les choses. Sérieusement, prendre un peu de temps, s'assurer qu'on a soit des actions, soit qu'on a envie de mettre en place, soit qu'on met déjà en place et qui rentrent dans les critères de l'appel à projet. Et puis, il faut surtout prendre le temps d'échanger avec les interlocuteurs qui gèrent l'appel à projet. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à un appel à projet si on n'a pas eu une visio, un coup de téléphone avec l'interlocuteur qui gère l'appel à projet au conseil départemental, à l'ARS, pour dire écoutez, voilà, moi j'ai ça en tête, est-ce que ça rentre bien, est-ce que voilà. Alors, non seulement c'est pour s'assurer qu'on n'est pas à côté, qu'on ne va pas perdre son temps pour rien. Deuxièmement, c'est un peu de relationnel, quoi. C'est un minimum, on se fait connaître, on se dit, bon, bah, écoutez, je vous remercie pour l'appel à projet, voilà, je compte vous envoyer une réponse, je ferai tout pour l'envoyer je l'enverrai dans les délais, enfin voilà. L'importance du contact humain, de nouer des relations et d'avoir les bonnes informations au bon moment, quoi. C'est comme tout, je veux dire, on se met dans une démarche de sollicitation. Bien sûr, on répond à quelque part à une demande, puisque c'est un appel à projet. Donc, s'il y a un appel à projet, c'est qu'on attend des projets. Mais bon, ça me paraît logique de se dire. Et puis, ça permet de comprendre aussi ce qui va passer ou ce qui va pas passer. Ça permet de se dire, et puis d'avoir une idée des budgets aussi. C'est parce que parfois il y a des budgets, parfois on sait pas. Voilà. Donc, voilà, ça permet de cadrer le truc. Et ça permet de lancer une relation sur le sujet, parce que parfois on connaît ses interlocuteurs, on les a régulièrement, voilà, mais on dit, écoutez, monsieur Untel, voilà, est-ce que vous avez 5 minutes au téléphone, envoyez un petit mail en disant, est-ce que vous avez un créneau à me donner pour un Teams ou pour une conversation téléphonique sur ce sujet-là, j'aimerais répondre. Et ils sont plutôt, moi je vois jamais aucune résistance de ce type-là. Ils sont là, ils accordent. Alors parfois ils sont débordés parce qu'ils ont plusieurs trucs à gérer, mais en général, dans nos autorités de tutelle, j'ai jamais vu une difficulté pour discuter avec quelqu'un en amont d'un appel à projet. Donc ça, c'est vachement important pour se faire connaître et aussi pour se dire comment je vais préparer ma réponse. Parce que le budget, l'étendue des dégâts, des actions, savoir si telle ou telle chose va passer ou pas. Pour moi, ça c'est indispensable. D'accord. Sans pour autant essayer de nouer tout de suite un réseau au niveau des départements, c'est plutôt déjà prendre un projet, d'avoir une relation sur ce projet-là, et puis de toute façon, si on a cette logique, petit à petit, on saura qu'on aura 3-4 personnes avec qui échanger, mais c'est pas non plus un réseau énorme. Non, non, parce que c'est quand même les mêmes interlocuteurs. De manière générale, à l'ARS, au département, c'est à peu près les mêmes personnes et on les connaît. Mais en fait, c'est comme quand on a un nouveau bénéficiaire, on va le voir. On va faire une évaluation au domicile, où on dit bonjour madame, voilà, bonjour monsieur, voilà, ils vont nous raconter leur vie. En fait, un appel à projet, c'est un peu la même chose. Il faut prendre le temps d'écouter, de comprendre ce qui se passe pour avoir la réponse qui soit le mieux adaptée. Et puis, on est quand même dans un secteur qui est celui du lien social. Voilà, ça me paraît important de faire ça. Ok, merci. Et donc, du coup, on a parlé toujours sur les fléchages, matériel médical. Moi, j'avais en tête la télégestion mobile. Ça a été longtemps financé, la formation, forcément. Et ça, les OPCO. Pas que, parce qu'il y a des appels à projets départementaux où on peut retrouver des éléments de formation aussi. Il y avait le CNSA aussi qui finançait la formation. Est-ce que toi, tu as un projet emblématique qui t'a permis de financer
Ouais, alors justement, tu me posais un peu la question tout à l'heure sur ce qui m'a vraiment poussé à me bouger les fesses sur ce sujet-là. Ouais. C'est que nous, alors à Rouen, il y a pas mal c'est un des bastions des équipes autonomes en France. Après, c'est Antoine Bondel qui est un dirigeant de structure indépendante qui s'appelle Autonome, qui a importé ça et assez rapidement avec quelques collègues rouennais. Donc moi, j'étais à Rouen, pas tout de suite parce qu'on a commencé à Dieppe, mais du coup, je fréquentais ces gens-là. On fait partie du club SAP ensemble, et je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant. On parle de taux de turnover, taux d'absentéisme moins important. C'était très rationnel au départ, cette question des équipes autonomes. Et je me suis intéressé, ils m'ont accordé du temps, ils m'ont expliqué. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vachement bien, mais pas parce que bien sûr, les ratios et réduire la pression des arrêts, tout ça, c'était important, mais il y avait une philosophie globale qui nous intéressait. Ben, ça, c'était un coup. C'était un coup parce que on voulait se faire accompagner par le collectif humain d'abord, qui avait des financements, mais il fallait quand même compléter, qu'il fallait se déplacer. Nous, on est en Normandie, il fallait se déplacer avec 10 personnes, des équipes terrain et des équipes administratives à Lille, 3 fois 2 jours. Donc, ben, c'est des coûts d'hébergement, des coûts de repas. C'est du temps Non productif, quoi. du temps non productif. Donc, et puis il y a des petits coûts connexes aussi. Ben, il fallait qu'on prépare des documents. Donc du coup, je me suis dit, ben, comment je fais quoi? J'ai pas les moyens. Et moi, ça tombé au moment donné d'un appel à projet du conseil départemental qui fléchait aussi sur le bien-être au travail. Ouais. Et en plus, alors pour le coup, on avait un conseil départemental qui connaissait bien la problématique des équipes autonomes, puisqu'il y avait des Rouennais qui étaient, et pas que Rouennais d'ailleurs, il y avait une structure du Havre, une association du Havre qui était déjà partie depuis un petit moment dessus. Bah, donc du coup, ça faisait partie, et voilà, et ben j'ai eu 30 000 euros de financement en réponse à un appel à projet, ce qui nous a permis de financer non seulement ce temps l'accompagnement, ce temps à Lille, puis du temps d'implantation des équipes autonomes. Ok. Donc là, c'était fléchage qualité de vie, conditions de travail, où tu as pu faire rentrer justement la partie équipe autonome. Tout à fait. C'est ça. Donc c'est fléché, mais on peut mettre, si on le justifie bien, on est assez. Alors oui, parce qu'en fait, pour le coup, ce sont des enjeux auxquels on répond. C'est pas, on ne dit pas, vous allez mettre les équipes autonomes Voilà. parce que c'est bien et qu'il faut absolument que vous le mettiez. Ils nous disent pas ça. C'est plus générique. C'est en effet dans le cadre de l'aménagement du travail, pour les meilleures conditions, que ce soit pour les bénéficiaires ou pour les salariés. Donc voilà, il y a des enjeux. Si on parle des CEPOM, je les ai bien en tête parce que, c'est nouveau le sujet là sur le mois de février dans mon département pour une de mes structures. Ben, tu as la couverture des zones un peu rurales, zones blanches, je crois qu'il y a des enjeux. Tu as la prise en charge des cas plus complexes, c'est-à-dire avec des maladies neurodégénératives ou avec un handicap un peu lourd ou alors un poids important qui fait qu'il y a des manipulations qui sont plus compliquées, qui demandent d'être à deux. Tu as comme autre enjeu la qualité de vie au travail. Et enfin, je me rappelle plus de tous, mais la CNSL en définit 6 de grands enjeux et le conseil départemental de Seine-Maritime en priorise 4. Donc c'est assez générique. Ils sont ouverts, ils sont même demandeurs d'innovation. Alors nous, on veut pas faire que de l'innovation et réengranger que des coûts supplémentaires parce que sinon, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais c'est quand même ouvert. Voilà. Mais c'est sur des thématiques. Et par contre, quand on s'engage sur des actions, il faut leur apporter des éléments précis. C'est-à-dire que les équipes autonomes, moi, je mets du temps de réunion parce que quand on est en équipe autonome, les équipes se réunissent régulièrement. Donc, je mets du temps de réunion. Donc, sur Ximi, on met temps événement intervenant, réunion équipe autonome. Et il va falloir que je sorte un état à un moment donné disant, il y a eu tant d'heures qui ont été effectuées Donc oui, c'est tracé dans les grandes lignes, mais il n'y a pas d'action imposée. Après, ils ont des attentes sur certaines choses parce qu'ils ont envie les équipes autonomes. Dans le conseil en Seine-Maritime, je te disais qu'il y avait eu un événement sur la plateforme de l'emploi du conseil départemental. Ils ont fait venir le collectif humain d'abord parce qu'ils savent que c'est un vrai truc à valeur humaine, à valeur ajoutée pour les entreprises. Mais ça a un coût, donc dans les CEPA. Alors, je suis pas sûr qu'ils citent. Ils sont un peu plus génériques que ça. Ils mettent aménagement, nouveau mode d'organisation. Et voilà. Ok. Et tu te souviens, toi, de combien tu as mis de projets grâce à des financements de tête? Écoute, c'est moins de 10 c'est enfin voilà, c'est une dizaine. Okay. Une petite dizaine de projets, mais qu'on n'aurait absolument pas pu financer et qu'on n'aurait pas mis en place. Et donc là, c'est 10 que tu as réussi?
C'est 10 que j'ai réussi ou sur le chemin de réussir. C'est-à-dire que les équipes autonomes, par exemple, Oui, c'est toujours en cours et c'est un long chemin. Enfin, ça dépend. Il y a des très rapides, il y a des moins rapides. Ouais. Mais nous, on est encore un peu en phase on n'a pas fini notre première phase complètement. Mais tu as eu les financements. Bah oui, et puis je les mets dans mes CPOM. Voilà. Déjà, c'est réussi d'un point de vue recherche de financement. Ah oui, si c'était ça la question. Oui, pardon, c'était ça la question. Oui, il y a une fois, j'ai eu dans le cadre j'avais présenté plusieurs projets à un appel à projet du conseil départemental. J'ai eu un refus sur un des projets, mais qui n'était pas le projet principal, parce que alors je voulais faire des petits modules interactifs de formation en réunion, mais chez nous. Parce que bien sûr il y a les formations, c'est important, mais en fait dans nos réunions de coordination des équipes, on se dit on n'a qu'une heure par exemple, et bien sûr on va faire le tour des bénéficiaires, mais on a envie aussi d'apporter quelque chose à nos salariés, mais je voulais faire ça de manière ludique. Et j'avais trouvé un moyen de le faire. Et en fait, on m'a juste reproché de dire, en fait, vous les utilisez pour vous, et nous, on a envie que ce soit des outils qui soient généralisés. Donc, ça a été la raison du refus. Mais sinon, sur tout le reste, j'ai eu des appels à projets avec l'ARS. Alors, bien sûr, il y a les GRAP, mais pas que. J'ai fait aussi j'ai répondu à un appel à projet sur des tests et des usages sur mon espace santé. Il y a 53 structures en France, dont une dizaine du domicile, parce qu'il y avait tout type de structures de SMS qui étaient compris. Du coup, on a testé des usages avec des professionnels de santé, avec des professionnels du social. Il y avait 21 000 € quand même à la clé. Alors, on a passé du temps, moi et une partie de mon équipe. Voilà. Mais bon, 21 000 €, voilà. Impact effort, c'est pas mal. En fait, quand on se dit, est-ce qu'on va finir l'année en positif? De temps en temps, je me dis, j'ai bien fait de le faire, quoi. Ouais. Et si je mets bout à bout tout ce que cette année je me dis, si je les avais pas eu, je serais pas en positif. Ouais, c'est presque un enjeu de survie plus que d'innovation en tant que tel. Voilà. En fait, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que, oui, il y a cette question de survie, mais dans un cadre où on a envie quand même de faire des choses. Oui. Voilà. Sinon, on est basique. Au sens, finalement, de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux apporter aux bénéficiaires, aux intervenants. Et donc, si je fais les choses bien, quoi. J'essaye de les faire de mieux. On peut jamais les faire très bien. Il y a toujours voilà. Mais l'idée, c'est de faire les choses bien, comme on les sent. Et si on veut les faire bien comme on les sent, on n'est pas dans un modèle économique qui nous permet de le faire librement. Donc du coup, il faut en effet, déjà le modèle économique, comme on le disait, est compliqué, et il se complexifie de plus en plus avec ces nouvelles réglementations, et puis aussi les augmentations de SMIC. Alors, moi je ne les remets pas en question, mais à un moment donné, c'est un monde de l'autre côté. Voilà, à un moment donné, on était tous tremblants parce qu'ils parlaient de réduction d'allègement, des allègements Fillon. La question de la déduction est toujours régulièrement sur. Donc on est tous tremblants. Il y a des choses qui du coup, déjà le modèle en lui-même, il est pas simple. Donc, si en effet on veut faire les choses comme on a envie de les faire, avec notre vision et notre façon de les faire, et qui on est, en effet, faut essayer d'aller trouver de l'argent. Donc, c'est vraiment les deux. C'est-à-dire boucler le modèle et dans un cadre où on a envie de le faire d'une certaine manière. Donc, c'est vrai qu'il y a les aides un peu structurelles, les 50% de réduction où tu disais c'était un peu mis sur la table tous les jours, enfin tous les ans en tout cas. Sur est-ce qu'on les garde ou pas, même s'il y a eu l'avance du crédit d'impôt qui a bien aidé, surtout pour le ménage ou les services de la vie quotidienne. Même si je connais à travers nos discussions ton avis, mais est-ce que tu penses que les aides de base plus les financements qui existent à droite à gauche, est-ce que c'est suffisant pour se développer dans le secteur ou voire pour survivre? Honnêtement, de temps en temps, je me pose la question. Honnêtement, moi, je me dis, j'ai bien fait de le faire. Et puis, je vois, moi, je suis régulièrement avec des collègues, honnêtement. Alors, on va faire de généralité parce qu'il y en a qui s'en sortent bien, qui savent gagner de l'argent, et je suis content pour eux. Mais de manière générale, je ne peux pas dire que ce que j'entends autour de moi, avec des gens que je fréquente, avec qui il n'y a pas il y a pas de langue de bois, enfin, on se dit les choses, je vois pas que c'est facile, quoi. Donc, je me dis, j'ai bien fait d'aller le chercher. Et là, on a tous signé des CPOM dans le 76. Il y en a qui m'ont dit, mais heureusement, sinon mon année, elle était catastrophique, quoi. Parce qu'on les a signés fin d'année, ils étaient rétroactifs sur début 2024. Donc,
je sais pas. Enfin, j'ai pas la réponse à cette question. Simplement, je sais que si je le fais pas, enfin moi, en tout cas, dans ma structure, si je le fais pas, bah c'est vraiment ça, c'est compliqué. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu souhaites carrément que le modèle économique change pour qu'on ait moins besoin d'aller chercher des financements et que ce soit un peu... Bah, en fait, alors, comme on le disait tout à l'heure, on dirige en prise avec mon épouse, et de temps en temps, elle me dit, mais c'est pas possible qu'on soit obligé d'aller trouver, C'est ça. que ce système ne fonctionne que sur subvention. C'est pas possible. À un moment donné, un boulanger, il vend son pain, il vit de son pain. Enfin, je vais te donner un exemple un peu bête et méchant. Voilà. Alors, il peut être bon, pas bon, il peut être, voilà, mais voilà, c'est basique. Nous, on n'arrive pas à faire ça. Après, on a eu une petite réunion la semaine dernière avec quelques collègues. C'est un collègue de Rouen qui l'appelle des codevs. On se réunit à quelques structures pour une journée d'échange, voilà. Chacun a une question en tête et vient à ses questions. Et lors de la discussion, il m'a rappelé justement, parce qu'on a évoqué ce sujet-là, il me dit, mais c'est comme ça partout en France. Il n'y a pas un système économique qui n'est pas basé sur un financement en partie public. Les constructeurs automobiles, dès qu'ils implantent une usine quelque part, et ben si ils marchent avec des subventions publiques. Voilà. Donc après, moi je pense qu'il faut qu'on réussisse à faire valoriser plus le tarif horaire de nos prestations pour que ce soit plus aisé. Mais quand il m'a fait cette réflexion, je me suis dit, en effet, c'est le modèle français qui est comme ça, et il faut qu'on joue avec, d'où l'importance de ne pas laisser passer les financements qui se présentent. Donc, il faut travailler pour qu'on améliore la rentabilité et la vente de et qu'on se rende compte de la valeur. Alors, les gens qui utilisent nos services, enfin, qui sont accompagnés par nos équipes au quotidien, ils savent la valeur que ça a, parce que c'est vachement important pour eux. Après, ils ont du mal financièrement, c'est-à-dire qu'ils disent bah ouais mais c'est de plus en plus cher et puis à chaque fois qu'on fait une augmentation, c'est arbitrage, quoi. Voilà, ils ont la capacité de comprendre à quel point c'est important pour eux. On leur fait prendre du recul 2 secondes, ils se disent ouais, comment je ferais si mon équipe d'auxiliaires de vie elle était pas là, mais financièrement, il faut qu'on valorise mieux. Mais je crois qu'il va falloir qu'on joue toujours avec cette question de financement public parce que c'est le fonctionnement en France. Mais bon, je pense qu'il faut qu'on essaye de jouer sur les deux tableaux parce que de temps en temps, de se dire qu'on galère vraiment, parce que c'est le cas, et je pense qu'il y en a pas mal qui galèrent vraiment, alors que les besoins sont énormes. C'est ça, c'est dingue, parce que et il y a des gens qui ont envie de faire ce métier, qui ont envie d'y venir. Il y a des futurs dirigeants que ça intéresse et puis qui voient qu'il y a une demande tellement importante de maintien à domicile que donc voilà. Mais en effet, il faut que on réponde aux mécanismes français, du modèle français, et qu'on soit capable d'aller chercher les financements qui sont à notre disposition, tout en réussissant à travailler aussi sur la valorisation de nos tarifs et de la valorisation des salaires. Enfin, ça va avec. Quand je dis ça, c'est pour qu'on puisse être plus serein sur quand vous bossez un week-end sur 2, le soir, même si nous on essaye de libérer au moins tous les après-midi des auxiliaires de vie, comme ça au moins elles ont, c'est quand même, il faut le faire, il faut avoir envie, ça mérite quand même une reconnaissance de plus que quelqu'un qui travaille du lundi au vendredi. Quand vous faites une tournée toute la journée, que vous devez moralement être disponible pour les gens qui ont des difficultés. Alors il y en a qui sont hyper souriants, c'est très sympa, mais c'est pas que. Et physiquement, c'est exigeant aussi. Pourquoi une auxiliaire de vie, elle est moins valorisée financièrement qu'un plombier? Enfin, j'ai aucun mal avec le plombier. Voilà, et et voilà. Mais la compétence, elle est technique, de savoir-faire, de savoir-être, de comportement. Et très honnête, tout le monde n'est pas capable de le faire. Bien sûr que si on apprend à faire une toilette, on va savoir la faire. N'importe qui est capable de le faire. Mais simplement, avoir le mental et l'état d'esprit et l'empathie pour le faire, en fait, moi, ce que je dis toujours, quand on veut faire ce métier, il faut qu'on aime se sentir utile pour les autres.
Très bien, mais ça, c'est quoi? J'en sais rien. J'ai jamais fait de sondage national, mais c'est peut-être 10, 15, 20, j'en sais rien, % des Français. Mais il faut quand même aller le chercher. Et cette compétence-là, enfin, c'est pas beau de dire que c'est une compétence, parce que c'est une valeur humaine, mais il faut quand même la trouver et la valoriser. Ouais. Donc, voilà, il faut qu'on joue sur les deux tableaux. Et est-ce que tu auras un dernier message à donner aux personnes qui veulent justement se mettre en marche, aller à la recherche de financement? Bah, moi, je pense qu'il faut juste ouvrir ses yeux, ses oreilles et pas avoir peur du premier coup. Première marche. Voilà, c'est les éléments. Alors, de toute façon, je pense qu'il y a quand même un grand wagon là, enfin une grande avec les CEPOM, tout le monde, enfin, alors pas tous les conseils départementaux, mais il y a plein de conseils départementaux qui ont vraiment ouvert les CEPOM à toutes les structures, puisque là, il y avait une vague en 2018 où c'était vraiment les très grosses structures, majoritairement associatives, qui avaient eu des CEPOM. Mais là, les CEPOM en gros, depuis 2023-2024, ils sont quasiment ouverts à tout le monde. Donc, voilà, c'est un premier pas. Oui, il y a les CEPOM, il y a le Ségur qui finance tout l'accompagnement d'un consultant sur la mise en place des nouvelles réglementations dans l'outil pour le Ségur. Moi, je sais que j'ai répondu à un AMI, un appel à manifestation d'intérêt de l'ARS sur la question des services autonomie mixtes, parce que j'avais un projet, comme je le disais tout à l'heure, et du coup, ils finançaient l'accompagnement juridique. Donc, alors, il y avait deux volets différents parce que ça dépendait si vous étiez décidé, prêt et en gros plus qu'à passer le cap, ou alors si vous alliez mettre en place une convention de coopération avec un SIAD, le temps justement de trouver le modèle juridique, économique, global. Et donc, moi, j'ai opté pour cette solution-là. On a demandé un devis à un cabinet conseil avec un conseil en RH, en droit social et un conseil en droit des SMS. On a expliqué comment on fonctionnait, qui on était, on s'est présenté, on a dit pourquoi on voulait travailler ensemble, il y avait une logique de territoire aussi. On a envoyé le dossier dans les dates à l'ARS, c'est 15 000 € de financement, ça finance le coût du conseil. Sinon, moi je ne dépense pas 15 000 € auprès d'un conseil pour financer un projet juridique. Enfin, je ne suis pas en mesure de le faire. Il faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur. Il faut y aller et la marche n'est pas si haute. Non, et puis comme on le disait, elle est nécessaire. Et puis finalement, c'est de l'argent qui nous est destiné. Donc ce serait pas, c'est pas illogique d'aller le collecter, quoi. D'aller le recueillir, quoi. Et petit moment de promo, sachez qu'Amaltia justement accompagne sur la transformation en service autonomie à domicile, notamment sur le Ségur. Donc c'est des sujets qu'on maîtrise bien et qui sont souvent financés. Et pour le Ségur, 100% financé via l'ARS, justement. Ouais, moi, j'étais pilote de grappe, sur une grappe Ximi, Xelia. Toute la MOA a été financée, du matériel informatique a été financé. Du matériel informatique, ouais. Alors, je sais qu'il n'y a pas toutes les grappes et pas toutes les vagues de grappes, mais nous, on a eu du matériel informatique. Oui, il y en a eu beaucoup qui ont eu les téléphones de télégestion, des tablettes. Alors nous, en Normandie, ils nous ont dit non à ça, mais écran d'ordinateur. Écran voilà. d'ordinateur. Écran et ordinateur, voilà, ça s'est passé et on a eu ça dépend de ce que demandaient les structures, entre 1 000 et 7 000 € par structure pour financer du matériel informatique, honnêtement. Voilà. Là, c'est en fonction de la région, de ce qu'elle veut. Voilà. Partie du club SAP Normandie, je suis président du club SAP Normandie. Je travaille beaucoup collectif. J'ai un esprit collectif avec mes collègues d'accès au service dans des instances d'organisation, de représentation, des comités de travaux plutôt, de chantier. Donc moi je suis assez collectif, donc je suis prêt à donner des tips comme disent les jeunes maintenant. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci pour ton temps, merci pour votre écoute. Cet épisode est terminé et à bientôt pour un prochain épisode.